Elle ne réfléchit pas normalement. Elle n'est plus la même depuis le mariage. Une fois que Voss aura signé les papiers, nous déposons le dossier avant même qu'elle ne sache ce qui s'est passé. C'était la voix de ma mère. Elle était assise dans la cuisine de mon père, 3 jours après les funérailles de mon mari, planifiant comment me prendre tout ce qu'il m'avait laissé. 8,5 millions de dollars, 6 lofts à Manhattan, tout mon avenir découpé un mercredi soir entre mes parents et ma sœur comme s'il leur appartenait déjà. Mais voici ce que ma famille ignorait. Nathan m'avait prévenu, non pas par une confession dramatique sur son lit de mort, mais calmement, prudemment, comme il faisait tout. Et ce que j'ai fait ensuite a coûté à mon père sa liberté, à ma sœur son fiancé, et à ma mère chaque once de respect qu'elle avait mis 60 ans à bâtir dans cette ville. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez réellement connecté à cette histoire. Indiquez votre ville et leur local dans les commentaires. J'aime savoir d'où vous écoutez. Je m'appelle Feterel. J'ai 31 ans. Je suis directrice de musée à Manhattan. Et il y a 2 semaines, j'ai enterré la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. Le matin des funérailles de Nathan, quand je me tenais seul dans une église à moitié vide et que j'ai réalisé que ma famille ne viendrait pas. Le matin est froid pour un mois de septembre. La chapelle Saint-Andrew sur la 9e avenue compte 200 places. 14 personnes se présentent. Je les compte parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pendant que l'organiste joue un hymne que Nathan n'aurait jamais choisi. 3 de ses colocataires d'université, son patron du cabinet d'architecture, 6 collègues de mon musée venus en covoiturage depuis Chelsea, la fleuriste qui est restée parce qu'elle connaissait Nathan du marché du samedi, un voisin de notre immeuble, et James Whitfield, l'avocat de Nathan. Assis au dernier rang dans un costume sombre, les mains jointes, observant tout. La chaise de ma mère est vide. La chaise de mon père est vide. La chaise de Chloé est vide. Je les avais appelés tous les 3. J'ai appelé Patricia Hobb, ma mère, à 6 heures du matin le jour où Nathan s'est effondré. Elle a décroché à la 4e sonnerie et a dit « Oh, c'est terrible ». Comme si je lui annonçais que la voiture avait besoin d'un nouvel alternateur. Puis elle a dit « On en parlera quand tu rentreras à la maison ». Chloé a un essayage pour sa robe de fiançailles ce week-end, donc c'est chargé. Mon mari était mort. Ma sœur avait un essayage de robe. Je me tiens maintenant à l'avant de la chapelle et j'essaie de dire quelque chose sur Nathan, sur la façon dont il pliait son papier à dessin en de minuscules grues quand il réfléchissait. Sur les 6 années que nous avons passées ensemble et comment chacune d'elles était meilleure que les 25 que j'avais vécues avant lui. Ma voix se brise 2 fois. Personne de ma famille n'est là pour le remarquer. Après coup, James Whitfield me retrouve sur les marches de la chapelle. Il me serre la main, fermement, calmement. « Nathan vous aimait, dit-il. Il s'en est assuré. Ensuite, venez me voir lundi, fait. C'est important. Je ne comprends pas encore le poids de ces mots. Je le comprendrai. 2 jours plus tard, je roule vers Ridgewood. C'est à 2h30 de route de notre loft de Chelsea, le loft de Nathan. Je continue de me corriger. Je traverse l'étalement urbain pour entrer dans ce genre de petite ville de l'État de New York dont les touristes oublient l'existence. 8000 habitants. Une épicerie, un restaurant, une église qui dirige tout. Je passe devant le panneau en bois à l'entrée de la ville, église communautaire de Ridgewood. Gerald Hobb, trésorier honoraire. Le nom de mon père en lettres d'or. Il est trésorier à Ridgewood depuis 12 ans. C'est pratiquement une fonction politique. La maison semble inchangée. Bardage blanc, volets verts, la balançoire du Porsche que Patricia repeint chaque printemps. J'ai grandi ici. J'ai appris à lire ici. J'ai aussi appris que certaines familles ont un enfant préféré, et ce n'est pas toujours un secret. Chloé faisait de l'asthme quand elle était enfant, un asthme léger, géré avec un inhalateur dès l'âge de 10 ans. Mais Patricia n'a jamais mis à jour le récit. Chloé était délicate. Chloé avait besoin d'un soutien supplémentaire. Chloé a eu la plus grande chambre, le couvre-feu le plus tardif, la voiture à 16 ans. J'ai eu une carte de bibliothèque et la compréhension que je pouvais prendre soin de moi-même. Je me suis débrouillé seul. Des bourses d'études, Columbia, une carrière que j'ai bâtie à partir de rien. Nathan. Et maintenant, Nathan est parti. Et je retourne dans la maison que j'avais hâte de quitter, portant une copie de son testament dans mon sac.
8,5 millions de dollars et 6 propriétés à Manhattan. Je n'en ai encore parlé à personne. Je pense réellement que ce sera peut-être la chose qui poussera enfin ma mère à me regarder et à dire « Je suis fier de toi, fais ». Je me gare dans l'allée. La fenêtre de la cuisine est ouverte et j'entends des voix. Je me fiche sur les marches du porche. La voix de ma mère traverse la moustiquaire de la fenêtre, tranchante et organisée, comme si elle passait en revue une liste de courses. Voss a dit que si nous la gardons ici pendant 72 heures, il pourra faire l'évaluation. Elle vient de perdre son mari. Aucun juge ne remettra cela en question. Mon père et l'argent. Chloé devient tutrice. Nous gérons les comptes. Simple. Puis la voix de Chloé sur haut-parleur, petite et avide, dit à papa de s'assurer qu'elle ne parle pas à cet avocat. L'avocat de Nathan m'a donné une drôle d'impression au mariage. Le mariage. Il y a 3 ans. Chloé avait remarqué James Whitfield il y a 3 ans et l'avait gardé dans un coin de sa tête. Je reste parfaitement immobile. La lumière du porche est éteinte. Un papillon de nuit tape contre la moustiquaire. À l'intérieur, ma famille discute de la manière de me faire déclarer mentalement incompétente afin de prendre le contrôle de la succession de mon défunt mari. Patricia encore, elle pleurera pendant une semaine, puis elle signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez. Elle fait toujours ce qu'on lui dit. Mes mains tremblent. Ma poitrine est oppressée, comme si quelqu'un était assis dessus. Je cherche dans la poche de mon manteau et je sors mon téléphone. New York est un État où le consentement d'une seule partie suffit pour enregistrer. J'ai appris cela lors d'un séminaire de conformité au musée il y a 2 ans. Cela signifie que je peux légalement enregistrer toute conversation à laquelle je participe. Ou, dans ce cas, toute conversation se déroulant à 1 mètre de l'endroit où je me tiens sur un porche public avec une fenêtre ouverte. J'appuie sur enregistrer. Le point rouge s'allume. Ma mère continue de parler. Mon père continue d'acquiescer. Ma sœur continue de planifier un avenir qui dépend entièrement du fait que je sois brisé. J'ai l'enregistrement. Je ne sais juste pas encore quoi en faire. J'arrête l'enregistrement, range mon téléphone dans ma poche et sonne à la porte comme si je venais d'arriver. Patricia ouvre la porte. Son visage passe du calcul à la chaleur en moins d'1 seconde. Elle me serre dans ses bras. Parfum de lavande, la même marque qu'elle porte depuis toujours. Ma pauvre chérie, dit-elle. Nous sommes là pour toi maintenant. Le mot « maintenant » résonne différemment quand on vient d'entendre quelqu'un comploter pour vous dépouiller de vos droits légaux. Gérald se tient derrière elle dans le couloir, les mains dans les poches. Il fait un signe de tête. Tu devrais rester quelques jours, fais. Repose-toi. Rien ne presse pour retourner en ville. Rien ne presse parce qu'ils ont besoin de 72 heures. Je souris. Je dis « Merci, papa ». Je crois que j'ai juste besoin d'être à la maison pendant un moment. Je vois ses épaules se détendre. Patricia me serre le bras et me guide vers la cuisine. Il y a du thé sur le comptoir, une assiette de biscuits de la vente de charité de l'église. Tout ressemble à de l'amour. Tout sonne comme de l'amour. Je m'éclipse dans mon ancienne chambre à l'étage. Le même lit simple, la même couverture délavée, la même photo de remise de diplôme de Columbia fixée au mur avec une simple punaise. Au bout du couloir, les 2 murs sont couverts de photos de Chloé. Bal de promo, pom-pom girl, sororité, soirée, fête de fiançailles. 47 moments encadrés. Ma photo de remise de diplôme fait 10 cm sur 15 cm et la punaise rouille. Je verrouille la porte. J'appelle James Whitfield. Messagerie vocale. James, c'est fait Terrell. Je dois vous voir lundi. C'est urgent. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Je m'assois sur le bord du lit et j'écoute l'enregistrement avec mes écouteurs. Chaque mot est clair. La voix de ma mère, la voix de mon père, la voix de ma sœur, tous les 3, calmes et méthodiques, planifiant de m'effacer. Je ne dors pas. Le lendemain matin, il y a un homme que je n'ai jamais rencontré dans le salon. Patricia me le présente devant un café. Voici le docteur Voss. C'est un vieil ami d'université de ton père. J'ai pensé que ça pourrait t'aider d'avoir quelqu'un à qui parler, ma chérie, après tout ce qui s'est passé. Le docteur Raymond Voss a 64 ans. Cheveux argentés, lunettes à monture métallique,
le genre de gilet censé vous faire sentir en sécurité. Il me serre la main et sourit comme si nous étions à un dîner mondain. Je suis désolé pour votre perte, Faye, dit-il. Vos parents s'inquiètent pour vous. Nous nous asseyons dans le petit salon. Patricia reste positionnée sur la causeuse comme une chaperonne. Voss ouvre un carnet en cuir. Trouvez-vous difficile de prendre des décisions en ce moment? Non. Entendez-vous parfois la voix de Nathan même si vous savez qu'il est parti? Non. Avez-vous eu des pensées d'autodestruction? Non. Chaque question est conçue pour monter un dossier. Je reconnais le schéma car j'ai passé 3 jours à lire des articles sur les procédures de tutelle involontaire sur mon téléphone à 2 heures du matin. Voss ne vient pas prendre de mes nouvelles. Il construit un diagnostic. Parfois, le deuil peut nous donner l'impression de ne plus être capable de gérer nos propres affaires, dit-il doucement. C'est tout à fait normal. Patricia se penche en avant. Elle est comme ça depuis la mort de Nathan. Prostrée. Plus elle-même. Je réponds à chaque question clairement, calmement et sans émotion. Je ne donne rien à Voss. Après 20 minutes, je m'excuse pour aller chercher de l'eau. Je sors sur le porche arrière, ferme la moustiquaire et j'appelle James. Cette fois, il répond. Ne quittez pas encore cette maison, dit-il. Je dois vous dire quelque chose que Nathan a mis en place. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin? Mon pouce accélère pour la première fois depuis des jours. Et ce n'est pas de la peur. Je dis à Patricia que je vais faire un tour en voiture. Nathan m'emmenait conduire quand j'étais triste, dis-je, et elle l'avale sans sourciller. Elle me tapote même l'épaule en sortant. Le bureau de James Whitfield est à Glendale, dans la ville voisine. Petit immeuble, 2e étage, pas de réceptionniste. Il m'attend à la porte. À l'intérieur, il fait glisser un dossier sur le bureau. Le testament de Nathan. Je connais déjà les grandes lignes. 8,5 millions d'actifs liquides. 6 lofts à Manhattan, 3 à Chelsea, 2 à Tribeca, 1 dans le Lower East Side. Tout est à moi. Mais James n'a pas fini. Il me tend une enveloppe scellée. L'écriture de Nathan sur le devant, pour Faye. Je l'ouvre. La lettre est datée d'il y a 2 ans. Faye, je connais ta famille. J'ai observé la façon dont ils te traitent. Pas les grandes cruautés, les petites, celles que tu justifies. S'il m'arrive quelque chose, James te protégera. Ne fais confiance à personne qui n'était pas à mes funérailles. Ma vue se brouille. Je pose ma paume à plat sur le bureau et je respire. James m'explique ce que Nathan a bâti. Un trust irrévocable. Chaque actif, l'argent, les propriétés, enfermés dans une structure juridique qui ne peut être transférée par une tutelle. Même si un tribunal me déclarait inapte demain, le trust resterait intact. James est le fiduciaire. L'argent ne bouge pas sans sa signature et la mienne réunie. Nathan est venu me voir il y a 3 ans, dit James, juste après votre mariage. Il m'a dit, sa famille viendra réclamer tout ça si je meurs. Construis quelque chose qu'ils ne pourront pas toucher. Je m'assois dans ce petit bureau et je pleure pour la première fois depuis les funérailles de Nathan. Je pleure parce que mon mari me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même et qu'il m'aimait assez pour prévoir le pire. James me verse de l'eau d'une carafe et me laisse me reprendre. Puis il ouvre un 2e dossier. Il y a autre chose, dit-il. Nathan soupçonnait que votre père avait des problèmes financiers. Gérald a demandé de l'argent à Nathan 4 fois pendant votre mariage. Nathan a documenté chaque demande. Il me montre les notes. 4 emails de Gérald, de plus en plus désespéré. 20 000 pour des réparations à la maison, 15 000 pour la voiture de Chloé. Nathan a décliné chaque fois et a gardé les reçus. Ce n'est la preuve de rien, dis-je. Non, mais si Gérald est le trésorier d'une association à but non lucratif, ses déclarations fiscales sont publiques. James décroche le téléphone et compose un numéro. Maggie, j'ai quelqu'un que j'aimerais te faire rencontrer. Margaret Kessler. Maggie est une experte comptable judiciaire. Elle travaille sur des cas de fraude pour des associations dans tout l'État. Elle a 45 ans, est directe et sérieuse. James la met sur haut-parleur. Donnez-moi 10 jours, dit Maggie. Je vais récupérer les formulaires 990 et les comparer avec les informations financières que l'Église a dans ses dossiers. S'il y a une anomalie, je la trouverai.
10 jours. Le gala de l'église, la collecte de fonds annuelle où Gérald présente le rapport du trésorier, a lieu dans 12 jours. Je retourne à Ridgewood avec un plan que je n'avais pas ce matin. Rester dans la maison. Faire semblant d'être accablé par le chagrin. Laisser Patricia et Gérald croire que je m'effondre. Donner du temps à Maggie. Donner du temps à James. Ne laisser personne me prendre mon téléphone. Patricia est dans la cuisine quand j'entre. Où étais-tu passé, ma chérie? Faire un tour en voiture, dis-je. Nathan m'emmenait conduire quand j'étais contrarié. Elle sourit, satisfaite, presque tendre. Sa fille obéissante, toujours brisée, toujours gérable. Je monte à l'étage. Je verrouille la porte et j'arrête d'espérer que ma mère change. Je commence à m'organiser en fonction de ce qu'elle est réellement. Le lendemain matin, mes clés de voiture ont disparu. Je trouve Patricia à la table de la cuisine en train de lire le Ridgewood Gazette, un café à la main. J'ai mis tes clés dans le tiroir, dit-elle sans lever les yeux. Tu ne devrais pas conduire en ce moment, fais. Pas dans cet état. Je suis capable de conduire, maman. Tu es en deuil. Laisse ton père t'emmener là où tu as besoin d'aller. Elle tourne une page. Fin de la conversation. À midi, Gérald a programmé un deuxième rendez-vous avec le docteur Voss à la maison demain, sans discussion. Il veut juste faire un suivi, dit Gérald au déjeuner en mâchant un sandwich. C'est la routine. À 14 h, Chloé m'appelle sur FaceTime. Elle est dans une boutique de mariage, des voiles drapés partout. Et, maman dit que tu devrais signer une procuration pendant que tu es là, pour qu'on puisse t'aider à gérer les choses pendant ton deuil. Elle soulève un voile. Tu penses quoi de celui-là? Je ne signerai pas de procuration, Chloé. Mon Dieu, ne fais pas ta difficile. C'est ce que font les familles. Signe, c'est tout, fais. Ce n'est pas comme si tu avais quelqu'un d'autre pour t'aider. Elle raccroche avant que je puisse répondre. Ce soir-là, j'essaie de consulter mes emails sur l'ordinateur du bureau. Le mot de passe du Wi-Fi a été changé. Gérald hausse les épaules quand je lui demande. Il a dû se réinitialiser pendant l'orage de la semaine dernière. Je vais regarder ça. Il n'y a pas eu d'orage la semaine dernière. J'ai vérifié. Je vais aux toilettes, verrouille la porte et envoie un SMS à James via les données mobiles. Ils accélèrent. Patricia a pris mes clés, changé le Wi-Fi. Voss revient demain. De combien de temps Maggie a-t-elle besoin? James répond en moins d'1 minute. Elle a besoin de 8 jours de plus. Tenez bon. 8 jours. Je peux tenir 8 jours. Le téléphone sonne à 21 h ce soir-là. Numéro inconnu, indicatif 845. J'ai failli ne pas répondre. Fait, c'est ta tante Hélène. Je n'avais pas entendu la voix d'Hélène Brigg depuis 8 ans. La sœur aînée de Patricia, coupée du monde après une dispute dont on ne m'avait jamais donné les détails. En grandissant, Hélène était la tante qui envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de 20 $ et des mots écrits à la main. Puis, un Noël, elle a tout simplement cessé d'exister. Patricia disait qu'Hélène était toxique et jalouse, et c'était fini. J'ai vu l'avis de décès sur Facebook, dit Hélène. Nathan. Je suis tellement désolé, ma chérie. Merci. Je garde la voix basse. Patricia est en bas devant la télévision. Écoute-moi attentivement, dit Hélène. Je sais ce qu'est ta mère. Elle a fait la même chose à notre mère avant qu'elle ne meure. Je m'assois sur le bord du lit. Qu'est-ce que tu veux dire? Hélène me raconte. Il y a 8 ans, leur mère, ma grand-mère Dorothy, a reçu un diagnostic de déclin cognitif léger. Patricia a immédiatement demandé la tutelle, non pas pour s'occuper de Dorothy, mais pour vendre sa maison et contrôler ses économies. Hélène l'a découvert, a engagé un avocat et a bloqué la demande. Dorothy s'est suffisamment rétablie pour vivre de manière indépendante pendant 3 ans de plus. Patricia n'a plus jamais adressé la parole à Hélène. Elle a essayé de contrôler l'argent de maman en utilisant une excuse médicale, explique Hélène. Et elle te fait la même chose maintenant. Je le sens. Je ferme les yeux. Le schéma est si clair que c'en est presque élégant. Même scénario, même cible, une femme de la famille vulnérable et seule. Si tu as besoin d'un témoin, dit Hélène, je suis là. Je ne la laisserai pas te faire ça.
Quand je raccroche, j'ai 3 alliés, James, Maggie, et maintenant Hélène, la tante que ma mère a essayé d'effacer parce qu'elle avait dit la vérité. Voss arrive à 10 heures le lendemain matin avec une mallette en cuir et un formulaire imprimé. Cette fois, Patricia ne prétend pas que c'est informel. Elle s'assoit à la table de la salle à manger à côté de moi, pas en face. À côté de moi, comme une mère à une réunion d'école. Gérald se tient près de la fenêtre, les bras croisés. Voss fait glisser le formulaire sur la table. Je pense qu'il serait préférable pour vous d'avoir le soutien de votre famille pour gérer vos affaires, dit-il. Temporairement, bien sûr, juste le temps que vous vous sentiez plus forte. Je lis le document, chaque mot. Cela me prend 4 minutes. Personne ne parle. C'est une demande de tutelle financière temporaire. Si je signe, ma sœur Chloé Marie obtient l'autorité légale sur toutes mes décisions financières. Compte bancaire, propriété, investissement, tout ce que Nathan m'a laissé, géré par une jeune femme de 27 ans incapable de garder un emploi plus de 6 mois. Je pose le formulaire. J'aimerais que mon propre avocat examine cela d'abord. La main de Patricia se pose sur mon avant-bras. Tu n'as pas besoin d'un avocat, fais. C'est une affaire de famille. J'apprécie, mais je ne signerai rien aujourd'hui. La pièce se glace. Gérald décroise les bras. Voss clique sur son stylo. Les doigts de Patricia se serrent sur mon bras juste assez pour que je sente la pression. Ma chérie, dit-elle, nous essayons de te protéger. Me protéger et me contrôler, ce n'est pas la même chose, maman. Je me lève, prends le formulaire et marche vers ma chambre. Derrière moi, j'entends la voix de Patricia, basse et dure, très bien, on ira au tribunal. Je ferme la porte, plie le formulaire et le glisse dans ma valise. Une autre preuve. Encore 48 heures de survie. Maggie a besoin de 6 jours de plus. Le gala est dans 8. Je dois juste continuer à respirer. Chloé arrive de la ville le samedi. Elle amène Ryan. Ryan Alco a 29 ans, il est ingénieur logiciel, issu d'une famille normale du New Jersey. Il me serre la main à la porte et dit « Je suis vraiment désolé pour Nathan, fait. » C'était un chic type. Il est sincère. Je le vois parce que son regard ne se dérobe pas. Patricia prépare le déjeuner. C'est presque domestique, presque convaincant. Gérald découpe un rôti. Chloé parle de centre de table. Ryan m'interroge sur le musée. Puis Ryan sort pour prendre un appel professionnel et le masque tombe. Chloé se penche sur l'îlot de la cuisine. Écoute, dit-elle, coopère, c'est tout. Maman fait ça pour nous tous. Pour nous tous. Tu sais combien coûte mon mariage? Je ne peux plus continuer à utiliser mes cartes de crédit. À combien s'élèvent tes dettes, Chloé? Elle balaie la question d'un revers de main. Ce n'est pas la question. La question, c'est que Ryan n'est pas au courant. Elle baisse la voix. Et il n'a certainement pas besoin d'être au courant de tout ça. Alors, signe les papiers et tout redeviendra normal. Normal? Ne sois pas égoïste, fais. Tu n'as même pas besoin de cet argent. Elle prend son verre de vin. Nathan est mort. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je pose ma fourchette. Je regarde ma sœur de 27 ans. Ongles manucurés, assurance d'emprunt, un fiancé dans le jardin qui n'a aucune idée qu'il est fiancé à une étrangère. Nathan est mort, répétai-je. Tu as raison. Et je vais dépenser son argent comme je l'entends parce que c'est le mien. Par la fenêtre, Ryan rit au téléphone. Gentil, ouvert, ignorant. Il mérite de savoir qui il épouse. Il ne le sait juste pas encore. Je veux faire une pause ici une seconde. Ma propre sœur vient de me dire que je n'avais pas besoin de l'argent de mon défunt mari parce qu'il était parti, réduisant tout ce que Nathan avait bâti, tout ce que nous avions construit ensemble, à une simple ligne dans son budget de mariage. Si vous avez déjà eu quelqu'un qui transforme le pire moment de votre vie en son distributeur automatique personnel, alors vous savez exactement ce que j'ai ressenti dans cette cuisine. Si cette histoire vous parle, cliquez sur le bouton s'abonner. Pas pour moi, mais pour la version de vous qui avez besoin que quelqu'un lui dise que votre deuil n'est pas leur opportunité. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite parce que Maggie a fini par appeler. Je trouve mes clés de voiture dans le tiroir à bric-à-brac où Patricia les avait cachées. Je dis à Gérald que je vais à la pharmacie.
Il lève à peine les yeux de ses mots croisés. Je me gare derrière la bibliothèque publique de Glandal et j'appelle Maggie. J'ai quelque chose, dit-elle. Sans préambule, sans fioriture. Les déclarations 990 de l'Église pour les 3 dernières années montrent des dons entrants totaux d'environ 180 000 $. Mais les rapports financiers internes que Gérald a soumis au Conseil de l'Église ne justifient que 133 000 $ en dépenses et soldes. C'est un écart de 47 000 $. 47 200 $ répartis sur 47 transactions individuelles en 36 mois. Chacune entre 500 $ et 2000 $. Assez petite pour éviter les alertes automatiques. Toutes dirigées vers un compte personnel qui correspond aux informations bancaires de ton père. Un détournement de fonds classique. Je me souviens des emails de Nathan. Gérald demandant de l'argent. Chaque fois plus désespéré. La chronologie correspond. Gérald était déjà dans le trou quand il a commencé à demander des dépannages à mon mari. De combien de temps as-tu encore besoin, demandai-je. 5 jours pour le rapport certifié complet. Le gala de l'église est dans 8 jours. Pouvons-nous présenter les conclusions au gala? Maggie marque une pause. Si le conseil de l'église est d'accord, oui, mais il te faudrait le pasteur de ton côté. J'appelle James ensuite. Il a déjà une longueur d'avance. Le révérend Harris est un homme intègre, dit-il. Si je lui montre les chiffres préliminaires, il voudra la vérité. Donnez-moi 24 heures. Je rentre à Ridgewood les fenêtres baissées. L'air sent l'herbe coupée et la fumée de bois. Mon père est dans cette maison en ce moment même, planifiant de me voler ma liberté. Il vole son église depuis 3 ans. Dans 8 jours, tout cela prend fin. Je vais me promener le lendemain après-midi. Air frais, esprit clair. Je fais à peine un demi-pâté de maison avant que Madame Carroll ne m'intercepte. Elle a 70 ans, une permanente blanche, elle est soprano à la chorale et c'est le relais de potin le plus fiable de Ridgewood. Oh, fait, elle me serre les mains. Ta mère m'a dit que tu traversais des moments si difficiles. Elle a dit que tu ne mangeais plus, ne dormais plus. Elle est tellement inquiète pour toi. J'ai mangé une assiette pleine de pâtes hier soir. J'ai dormi 6 heures. Patricia m'a vu faire les 2. Je vais bien, Madame Carroll. Merci. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit. Ta mère est une sainte, tu sais, vraiment. 2 pâtés de maison plus loin, Monsieur Dalton m'arrête devant la quincaillerie. Même scénario, autre bouche. Pat a mentionné que tu pourrais avoir besoin de quelqu'un pour prendre de tes nouvelles. Elle est morte d'inquiétude. Patricia ne dirige pas seulement une machination juridique. Elle mène une campagne de relations publiques. Chaque conversation, chaque murmure inquiet par-dessus la clôture, chaque plat livré avec un hochement de tête compatissant. Elle construit un mur de témoins. Si cela va au tribunal, le juge n'entendra pas seulement le docteur Voss. Il entendra les voisins, les amis de l'église, tout le tissu social de Ridgewood. Tous conditionnés avec le même message, pauvre fait. Elle a toujours été fragile. La perte de Nathan l'a fait basculer. J'appelle Hélène depuis le porche arrière ce soir-là. Elle empoisonne le puits, dis-je. Elle a fait exactement la même chose avec maman, dit Hélène. Elle a dit à tout le monde en ville que maman était confuse et qu'elle errait des mois avant de demander la tutelle. Le temps que j'arrive avec un avocat, la moitié du quartier était prête à témoigner contre notre propre mère. Petite ville, même scénario, autre décennie. Comment as-tu arrêté ça, demandai-je. Je n'ai pas attendu la permission de dire la vérité. Dîner, rôti de bœuf, purée de pommes de terre, haricots verts du jardin de Gérald. Patricia allume une bougie. On pourrait se croire à Thanksgiving si on ne savait pas. Gérald pose sa fourchette. Fait, nous devons parler de l'avenir. On y est. Nathan était un homme généreux, mais il ne comprenait pas comment fonctionnent les familles. Il y a des responsabilités. La maison a besoin d'un nouveau toit. Ta mère mérite une retraite confortable. Le mariage de Chloé. Nathan a laissé des instructions très spécifiques dans son testament. Le visage de Gérald s'empourpre. Un testament, ça se conteste. Sous la table, la main de Patricia se pose sur le genou de Gérald. Une pression, un avertissement. Il prend une inspiration. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des coups réels, et la famille s'occupe de la famille.
Je pose ma serviette à côté de mon assiette. Qu'est-ce que maman a fait pour moi exactement, papa? Silence. La flamme de la bougie vacille. Patricia se lève. Ses deux paumes frappent la table. Les assiettes s'entrechoquent. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, le toit au-dessus de ta tête, la nourriture sur cette table. Vous n'êtes pas venu aux funérailles de mon mari. La phrase tombe comme une gifle. Gérald fixe ses pommes de terre. La bouche de Patricia s'ouvre et se referme. J'ai enterré Nathan devant 14 inconnus, dis-je. Et vous trois, vous étiez ici dans cette cuisine à parler à un psychiatre de la façon de prendre mon argent. Je repousse ma chaise. J'ai besoin d'air. Je sors. La moustiquaire claque derrière moi. Dans la poche de mon manteau, mon téléphone enregistre toujours. Par la fenêtre, j'entends la voix de Gérald, fine et tendue, elle sait. Pat, elle sait. Et Patricia, elle ne sait rien. Elle devine. Elle se trompe. Je ne devine pas. Je documente. Plus que 5 jours avant le gala. L'email arrive à 23h14 un mardi soir. Je suis allongé dans mon lit, faisant défiler tout et rien, quand mon téléphone vibre. De Chloé Hobb. Objet, planning. Il me faut 3 secondes pour réaliser que ce n'était pas pour moi. Chloé transférait un email à Patricia. Nos noms sont côte à côte dans ses contacts, fait, puis groupe famille, puis maman. Elle s'est trompée de destinataire. L'email dit, maman. Quand est-ce que Voss envoie les papiers au tribunal? Ryan pose des questions sur les acomptes du mariage et je dois bloquer la salle ce mois-ci. Voici le budget mis à jour en pièces jointes. Tout ce qui est marqué compte F est ce que nous retirerons une fois que la tutelle sera passée. Ne dis rien à Ryan. La pièce jointe est un tableur. Je l'ouvre. Fleuriste, 4200 $, compte F. Acompte salle, 12 000 $, compte F. Photographe, 3800 $, compte F. Dernier essayage robe, 6500 $, compte F. Traiteur, 18 000 $, compte F. Budget total mariage, 48 300 $. Source, compte F, compte de fait. L'argent de mon défunt mari alloué ligne par ligne au mariage de ma sœur. Et elle n'a même pas encore obtenu la tutelle. Je capture tout en photo, l'email, la pièce jointe, l'horodatage. J'envoie tout à James avec une ligne, Chloé m'a envoyé ça par erreur. Préméditation et mobile financier. James répond à minuit, c'est de l'or. Combiné avec vos enregistrements et l'audit, nous avons un dossier très solide. Ne lui dites rien. Je retourne dans l'email de Chloé et je le supprime de ma boîte de réception. Puis je le supprime de la corbeille. Si elle vérifie ses messages envoyés, elle ne verra pas de message d'erreur. Elle ne saura pas 48 000 $. Ma sœur a planifié tout son mariage sur de l'argent qu'elle n'avait pas encore volé. 4 jours de plus. Hélène s'enregistre au Glendale Motor Lodge le mercredi après-midi, à 10 km de Ridgewood, assez près pour être là, assez loin pour rester invisible. Nous nous retrouvons dans un café sur la route 9. Hélène a 62 ans, elle est plus grande que Patricia, a les épaules plus larges, le genre de visage qui ne s'embarrasse pas de maquillage. Elle porte une veste en velours côtelé et tient une chemise cartonnée. 8 ans de silence, dit-elle, et ta mère n'a toujours pas changé son numéro. Le dossier contient des copies de tout ce qui concerne la bataille pour la tutelle de leur mère, Dorothy. Une demande déposée par Patricia affirmant que Dorothy était un danger pour elle-même, des lettres de l'avocat de Patricia exigeant le contrôle de la maison, et le contre-dossier d'Hélène, un rapport médical confirmant que Dorothy était saine d'esprit pour vivre de manière indépendante. Elle a essayé avec notre mère, fait. Même tour du médecin, même isolement, même histoire aux voisins, pauvre Dorothy. Elle est confuse. Elle erre. Elle a besoin d'aide. Hélène tapote le dossier. Je l'ai arrêté alors. Tu l'arrêtes maintenant. Je fixe les documents. Le même langage, la même stratégie, séparés par 8 ans et une génération. Patricia n'a pas inventé un nouveau plan pour moi. Elle a dépoussiéré l'ancien. Je serai au gala, dit Hélène. Je m'assierai au fond. Je ne dirai pas un mot avant que ce ne soit le moment. J'acquiesce. Ma gorge est serrée.
Ta grand-mère a tenu 3 ans de plus après que j'ai déposé cette contre-demande, ajoute Hélène. Elle parlait souvent de toi. Elle disait que tu étais celle de la famille qui avait réussi à s'en sortir. Elle tend la main par-dessus la table et me serre la main. Nathan a l'air d'avoir été un homme bien. Il l'était. Alors ne les laisse pas prendre ce qu'il a bâti pour toi. Je rentre à Ridgewood, vitre fermée et radio éteinte, retournant les paroles d'Hélène comme des pierres. James rencontre le révérend Thomas Harris le jeudi matin. Je n'y suis pas. Je ne peux pas, sans éveiller les soupçons de mes parents. Mais James m'appelle après depuis sa voiture. Il est d'accord. James dit que le révérend Harris a 58 ans, est ordonné depuis 30 ans, et est le genre d'homme qui vous serre la main avec ses 2 mains. Il dirige l'église communautaire de Ridgewood depuis avant que Gérald ne devienne trésorier. C'est aussi un ancien auditeur pour le diocèse épiscopal, ce qui signifie qu'il lit des rapports financiers comme la plupart des gens lisent un menu. James lui a montré les chiffres préliminaires de Maggie, l'écart de 47 200 $, les 47 transactions, le transfert vers le compte personnel de Gérald. Il n'a pas dit un mot pendant 2 bonnes minutes, me raconte James. Puis il a dit, 12 ans que je faisais confiance à cet homme. Harris a convoqué une session d'urgence du conseil de l'église. 4 membres, à huis clos, confidentiels. Ils ont examiné les chiffres. Ils ont appelé Maggie directement. Et ils ont pris une décision. Lors du gala annuel, au lieu du rapport habituel du trésorier par Gérald, Maggie présentera l'audit indépendant certifié. Ce sera présenté comme une initiative de transparence de routine, quelque chose que le conseil planifiait depuis des mois. Gérald ne se doutera de rien car il y a toujours un segment financier au gala. Cette année, quelqu'un d'autre le présentera. Harris a ajouté autre chose, précise James. Il a dit qu'il voulait que Faye soit là, au premier plan. Il a dit que si la famille de Gérald savait ce qu'il faisait, elle méritait d'entendre la vérité en premier. Et s'il ne savait pas, il méritait quand même de l'entendre. Je me tiens sur le parking de la bibliothèque de Glendale, le téléphone pressé contre l'oreille, et je sens le sol se dérober sous mes pieds. Dans 3 jours, mon père se tiendra devant sa communauté et fera un discours sur la confiance, et la vérité sera assise 2 rangées derrière lui. Patricia découvre la présence d'Hélène le vendredi. Madame Carole, qui d'autre, a repéré Hélène au café de la route 9 et a fait son rapport dans l'heure. Patricia m'attend dans la cuisine quand je descends. As-tu contacté Hélène? Elle ne le demande pas. Elle l'énonce comme un procureur présentant une preuve. Elle a vu l'avis de décès de Nathan sur Facebook, dis-je. Elle m'a contacté. Je ne l'ai pas invitée. Tu sais qu'elle n'est pas la bienvenue dans cette famille. Elle a essayé de nous détruire autrefois. Elle a demandé comment j'allais, c'est tout. La mâchoire de Patricia se crispe. Si Hélène se présente au gala, je ferai un scandale. Elle ne fait plus partie de la famille. Gérald apparaît dans l'encadrement de la porte, sa tasse de café suspendue. Pourquoi Hélène est-elle ici? Qu'est-ce qu'elle veut? Patricia se tourne vers lui avec cette voix calme et mesurée que je lui ai entendu utiliser dans les comités de l'église et les conseils scolaires, avec quiconque a besoin d'être géré. Elle ne sait rien. Elle est juste là pour semer la zizanie comme d'habitude. Mais je le vois, l'éclair derrière les yeux de Patricia. Elle est déstabilisée. Hélène est la seule personne qui l'ait battue auparavant. Et maintenant, Hélène est à 10 km. Le reste de la journée, Patricia me suit comme une ombre. Elle apparaît dans l'encadrement des portes. Elle vérifie mon téléphone quand je le laisse sur le comptoir pour me verser un café, mais je l'ai verrouillé avec Face ID et elle ne peut pas passer l'écran. Elle propose d'organiser ma valise. Elle suggère que je me repose dans le salon où elle peut me voir. Elle a peur. La question est de savoir si elle a assez peur pour faire quelque chose de téméraire avant dimanche. Hélène a toujours voulu déchirer cette famille, dit Patricia au dîner à personne en particulier. Ne la laisse pas t'embrouiller l'esprit. Je mange mon poulet. Je ne dis rien. Plus que 2 jours. Samedi soir. Le gala est demain. Maggie envoie le rapport final par email à James à 19h42. 41 pages. 47 transactions signalées sur 36 mois. Chaque dollar tracé du compte de dons de l'église au compte personnel de Gérald. Total, 47 200 $. James m'envoie un SMS, le rapport est certifié. Harris a briefé le conseil.
Maggie présentera à 19h30 après les mots de bienvenue de Gérald. Tout est prêt. J'envoie un SMS à Hélène, sois là à 19h. Assieds-toi au fond. Ne parle pas à Patricia avant que ce ne soit le moment. Hélène, j'attends ça depuis 8 ans. Je serai là à 18h30. Je descends. Patricia est dans le salon, elle repasse la chemise de Gérald pour demain. Un modèle Oxford bleu, sa tenue du dimanche. Ton père présente le rapport du trésorier au gala, dit-elle. Toute la ville sera là. Il a répété toute la semaine. Elle soulève la chemise, inspecte le col. Il est si fier. J'y serai aussi. Son visage s'illumine. C'est merveilleux, ma chérie. Ça te fera du bien de sortir. Je la regarde passer le fer sur les poignets. Elle repasse la chemise de son mari pour la nuit où sa vie va basculer, et elle n'en a aucune idée. Une partie de moi veut ressentir quelque chose. De la pitié, peut-être, ou de la culpabilité. Je remonte. Je m'assois sur le lit. Je relis la lettre de Nathan une fois de plus. Ne fais confiance à personne qui n'était pas à mes funérailles. James n'était pas invité aux funérailles, mais il était là. Maggie n'a jamais rencontré Nathan, mais elle se bat pour ce qu'il a bâti. Hélène a été effacée de cette famille il y a 8 ans, mais elle a fait 3 heures de route pour se tenir au fond d'une salle paroissiale pour moi. Demain, mon père se tiendra devant sa communauté et mentira, et la vérité sera assise juste derrière lui. Je suis resté dans mon ancienne chambre cette nuit-là et j'ai lu la lettre de Nathan pour la 10e fois. Il savait. Il savait ce qu'ils essaieraient de faire, et il a quand même construit un mur autour de moi depuis un endroit que je ne peux plus atteindre. Si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous aimait assez pour vous protéger même après son départ, alors vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas gâcher ce qu'il m'avait donné. Nous venons de franchir les 200 000 abonnés. Chacun d'entre vous compte. Si cette histoire mérite d'être partagée, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir, parce que ce qui s'est passé au gala le lendemain soir, même moi je ne l'avais pas vu venir. Salle paroissiale de l'église communautaire de Ridgewood. Dimanche soir, 19h. 120 personnes sur des chaises pliantes autour de tables circulaires couvertes de nappes blanches. Des bocaux maçonnent avec des fleurs sauvages. Une bannière sur la scène, bâtir ensemble, collecte de fonds communautaires annuels. Gérald s'avance vers le podium dans la chemise Oxford bleue que Patricia a repassée hier soir. Il ajuste le micro. Il sourit. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Applaudissements. Chaleureux, familier, automatique. Gérald Dobb se tient à ce podium chaque mois de septembre depuis 12 ans. Il fait autant partie de ce gala que le dîner au poulet et les enchères silencieuses. Patricia est assise au premier rang, au centre. Chloé est à côté d'elle. Ryan est de l'autre côté de Chloé. Je suis à une table vers le milieu de la pièce. Hélène est au fond, veste en velours côtelé, les mains jointes sur ses genoux. James se tient près de la sortie latérale. Maggie est assise à 2 sièges du révérend Harris à la table du conseil. Gérald tapote ses notes. Cette église a toujours été bâtie sur la confiance. Et je suis honoré d'avoir servi comme votre trésorier pendant 12 ans. Nous avons eu une excellente année. Les dons sont en hausse. Les programmes sont financés. Chaque dollar est comptabilisé. Il passe à une diapositive, sa diapositive, celle qu'il a préparée avec des chiffres ajustés et des totaux arrondis. Chaque centime au service de cette communauté. Nouveaux applaudissements. Madame Carole rayonne. Monsieur Dalton acquiesce. Gérald termine en beauté. Merci pour votre confiance. Elle représente tout pour moi et ma famille. Il recule. Le révérend Harris se lève. Merci, Gérald. Un rapport magnifique, comme toujours. Harris boutonne sa veste. Et maintenant, dans le cadre de notre engagement continu envers la transparence, le Conseil a organisé un examen financier indépendant de nos comptes. J'aimerais vous présenter Margaret Kessler. Le sourire de Gérald vacille. Patricia se redresse. Maggie se lève, lisse son blazer et s'avance vers le podium. Maggie connecte son ordinateur au projecteur. Les données financières de l'église remplissent l'écran. Les vrais chiffres, cette fois. Bonsoir. Je m'appelle Margaret Kessler.
Je suis une experte comptable judiciaire certifiée, engagée par le Conseil de l'Église pour mener un examen indépendant des registres financiers de l'Église communautaire de Ridgewood pour les 3 derniers exercices fiscaux. Elle passe à la première diapositive, 2 colonnes. À gauche, le formulaire 990, les déclarations publiques montrant le total des dons reçus. À droite, les rapports internes que Gérald a soumis au Conseil. Au cours des 36 derniers mois, cette église a reçu environ 180 000 $ de dons. Cependant, les rapports internes du trésorier ne justifient que 133 000 $ de dépenses et de soldes de fonds. Cela laisse un écart de 47 200 $. La pièce devient silencieuse. Les fourchettes s'arrêtent. Les verres restent suspendus. Maggie clique à nouveau, un tableau de 47 transactions, chacune surlignée en jaune. Il s'agit de 47 transferts individuels allant de 500 $ à 2000 $ chacun, acheminés du compte de dons principal de l'Église vers un compte bancaire personnel. Le nom du titulaire du compte correspond à celui du trésorier honoraire actuel de l'Église. 120 têtes se tournent vers Gérald. Il se tient à côté de la scène, une main sur le rideau. Son visage est devenu livide. Patricia est debout. C'est ridicule. Gérald ne ferait jamais. Maggie ne scie pas. Madame, ce sont des déclarations fiscales publiques comparées à des relevés bancaires obtenus par les voies légales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des murmures parcourent la salle. Madame Carroll se couvre la bouche. Monsieur Dalton fixe son assiette. Gérald s'avance. Il doit y avoir une erreur. Je peux expliquer. Le révérend Harris lève la main. Gérald, je pense qu'il est préférable que tu t'écartes pendant que nous menons une enquête complète. Les applaudissements qui ont accueilli Gérald il y a 5 minutes ont disparu. La pièce semble retenir son souffle. Patricia se tourne. Elle balaie la salle du regard jusqu'à ce qu'elle me trouve. Toi. Elle traverse l'allée centrale, ses talons claquant sur le linoléum. C'est toi qui as fait ça. Tu as amené ces gens ici pour détruire ton propre père. 120 personnes observent. Je me lève. Non, maman. J'ai apporté la vérité. Ma voix est assurée. J'ai répété cela dans ma tête pendant 10 jours, mais maintenant que ça arrive, je n'ai plus besoin de répétition. C'est vous qui avez essayé de me faire déclarer mentalement incompétente pour pouvoir voler l'héritage de mon mari. Des exclamations étouffées se font entendre aux tables les plus proches. Le visage de Patricia passe par 3 expressions en 2 secondes, choc, fureur, calcul. Elle finit par choisir la comédie. Elle ment. Elle est instable depuis la mort de Nathan. Demandez à n'importe qui. J'ai des enregistrements, maman. Je le dis posément, doucement. J'ai des emails. J'ai le témoignage de ta propre sœur sur ce que tu as fait à grand-mère Dorothy il y a 8 ans. Au dernier rang, Hélène se lève. 62 ans, solide comme un mur de pierre. C'est vrai, dit-elle. Elle a essayé avec notre mère. Tutelle, contrôle financier, le même tour du médecin. La voix d'Hélène porte dans la salle silencieuse. Je l'ai arrêtée à l'époque. Fais l'arrête maintenant. Patricia regarde Hélène, puis moi, puis la salle pleine de gens qu'elle a passé des décennies à cultiver, à charmer, devant lesquels elle a joué la comédie. Aucun d'entre eux ne fait un pas vers elle. Gérald s'effondre sur une chaise. Sa tête tombe. James s'approche de Gérald et lui tend une enveloppe. Ceci est une notification formelle indiquant que la succession de Nathan Terrell est détenue dans un trust irrévocable. Aucune tutelle, aucune ordonnance du tribunal et aucune demande familiale ne peut en modifier les termes. Je regarde ma mère. Je n'ai pas fait ça pour me venger. Tu ne m'as pas laissé le choix. Ça s'arrête ce soir. Patricia ouvre la bouche. Rien ne sort. La salle est encore sous le choc quand Chloé attrape le bras de Ryan. Partons, siffle-t-elle. Tout ça, ce sont des mensonges. Ma sœur fait une dépression. Ryan ne bouge pas. Il est assis à 1 mètre de moi depuis 5 minutes, et il a tout entendu, l'audit, la demande de tutelle, les enregistrements, le nom de sa fiancée associé à tout cela. C'est vrai, demande-t-il, pas fort, pas avec colère, juste d'un ton clair. Ryan, s'il te plaît. C'est vrai, Chloé? Les dettes, le plan de tutelle, le budget du mariage. Ce n'est pas ce qu'on croit.
Tu m'as dit que ta famille était soudée. Ryan dégage son bras. Tu m'as dit que Faye était d'accord pour aider à payer le mariage. Tu m'as dit que tes parents étaient des gens bien. Ils sont des gens bien. Ton père vient de se faire prendre à voler une église, Ryan la regarde fixement. Et tu allais payer notre mariage avec l'argent que tu prenais à ta sœur en deuil. Les yeux de Chloé sont embués. Elle cherche sa main. Il recule. Je regarde Ryan faire glisser sa bague de fiançailles de son doigt. Il la tient un instant, un simple anneau de platine, celui que Chloé a exhibé sur tous les réseaux sociaux pendant 6 mois, et le pose délicatement sur la table. Pas de jet, pas d'esclandre, juste un homme qui pose quelque chose qu'il ne peut plus porter. J'allais épouser quelqu'un qui n'existe pas, dit-il. Il sort par la porte latérale. Chloé se tourne vers Patricia, les larmes faisant couler son mascara, cherchant désespérément du secours, mais Patricia est encerclée, le révérend Harris d'un côté, Madame Carole de l'autre, les deux lui parlant en même temps. Pour la première fois de sa vie, Chloé cherche sa mère et ne trouve personne pour lui répondre. La bague reste sur la table, captant la lumière des plafonniers. Le révérend Harris reprend le micro. Je tiens à vous remercier tous pour votre patience ce soir. Sa voix est posée, pastorale, celle qu'il utilise pour les funérailles et les sermons difficiles. Le conseil de l'Église lancera une enquête complète sur les anomalies financières présentées ce soir. Gérald Dobb a été démis de ses fonctions de trésorier honoraire. Avec effet immédiat, nous coopérons pleinement avec les autorités compétentes. La salle reçoit cela comme un coup de poing. 12 ans que le nom de Gérald était sur le panneau à l'extérieur. 12 ans de poignées de main, de collecte de fonds de Noël et de confiance communautaire, dissous en un seul paragraphe. Quelques personnes me jettent un regard, pas avec pitié cette fois. Quelque chose d'autre, du respect peut-être, ou la reconnaissance inconfortable qu'ils ont cru la mauvaise personne pendant très longtemps. Madame Carole me retrouve près de la table du café. Elle a les yeux rouges. Je suis désolé, Faye. J'ai cru tout ce que ta mère m'a dit. Elle me serre la main. J'aurais dû te demander comment tu allais, pas à elle. Gérald n'a pas bougé de sa chaise près de la scène. Il est assis, les mains entre les genoux, fixant le sol. Patricia a essayé de sortir par l'entrée principale, mais une jeune femme du Ridgewood Gazette, une étudiante en journalisme d'à peine 22 ans, l'a rattrapée dans le foyer avec un carnet et une question que Patricia n'a pas pu esquiver. James me retrouve près de la porte latérale. Le bureau du procureur voudra voir le rapport de Maggie, dit-il. Le détournement de fonds d'une association à but non lucratif est un délit de classe E à New York. Ils vont ouvrir un dossier. Et pour Voss? Je dépose une plainte formelle auprès du Conseil de l'Ordre des médecins demain matin. 2 plaintes antérieures plus celle-ci? Sa licence est terminée. J'acquiesce. Mes mains sont fermes. Ma poitrine est vide mais légère, comme si un poids énorme venait d'être levé. James dépose la plainte contre le docteur Raymond Voss auprès de l'Office de New York pour la conduite professionnelle médicale le lundi matin. Le dossier est complet, mes enregistrements audio, Voss coachant Patricia sur la façon de présenter une évaluation de 72 heures, la demande de tutelle qu'il avait préparée avec le nom de Féterel déjà dactylographié, l'email de Chloé confirmant que Voss se coordonnait avec la famille. Et le détail qui boucle tout, Voss a 2 plaintes d'éthique antérieures à son dossier, toutes 2 pour des relations duelles inappropriées avec des patients liées à des connaissances personnelles. Avec ces preuves, me dit James au téléphone, il risque au minimum une suspension de licence. Si le procureur trouve assez d'éléments pour une accusation de complot, ça passera au pénal. Je suis déjà de retour à Manhattan, assise dans le loft de Chelsea. La lumière du matin traverse les grandes fenêtres que Nathan aimait tant. La ville bourdonne sous mes pieds, taxi, chantier, un chien qui aboie 3 étages plus bas. C'est le son de chez moi. James ajoute, j'ai aussi envoyé des copies de tout à votre avocat personnel par précaution. Si Patricia essaie de riposter avec une plainte pour diffamation ou une contre-demande, vous êtes couverte. Cet après-midi-là, le téléphone de Gérald sonne dans la maison de Ridgewood. C'est Voss. L'assistant de James l'a confirmé via un contact commun. Voss panique. Dans quoi tu m'as embarqué, Gérald? Je pourrais perdre ma licence. Je pourrais être poursuivi. Gérald ne répond pas. Selon Patricia, qui a appelé Chloé, qui l'a mentionné à Ryan avant qu'il ne bloque son numéro, et qui m'a ensuite envoyé un message sans que je demande rien, Gérald a à peine parlé depuis dimanche soir.
Il est assis dans son fauteuil. Il ne mange pas. Il ne regarde pas la télévision. Il fixe le mur où son prix pour service rendu à l'église était accroché. Patricia l'a décroché lundi matin avant que les voisins ne puissent le voir. L'alliance s'effondre, et personne ne ramasse les morceaux. L'appel arrive le mardi soir, Patricia. J'ai failli laisser sonner. Puis je décroche parce que c'est la dernière fois et je le sais. Tu as détruit cette famille. Sa voix est rauque, de pleurs ou de cris, je ne sais pas. Ton père pourrait aller en prison. C'est ça que tu veux. Papa a détruit cette famille quand il a volé l'église. Tu l'as détruite quand tu as prévu de me voler. Silence. Puis le basculement, le pivot de l'attaque à la mise en scène. Je suis ta mère, fait. Plus douce maintenant, blessée. Tout ce que j'ai fait, c'était parce que je t'aime. Chaque décision, chaque sacrifice. Tu ne comprends pas ce que ça coûte d'élever 2 enfants. Tu n'étais pas aux funérailles de Nathan, maman. Point est de maintenir une famille unie quand l'argent manque. Et ton mari. Tu n'étais pas aux funérailles de Nathan, je le répète, plus lentement. Tu étais dans cette cuisine avec papa, avec un psychiatre que tu avais engagé pour me retirer mes droits alors que le corps de mon mari était encore chaud. Rien. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du sacrifice. C'est un plan. Je l'entends respirer, vite, cours. J'attends. Fais, sa voix tombe dans un murmure. S'il te plaît. Je suis ta fille, mais tu m'as traité comme un compte à gérer, pas comme une personne à aimer. Et j'ai fini. Nouveau silence. Je le laisse s'étirer. J'ai passé 31 ans à combler les silences de Patricia avec des excuses, des pardons, des accommodements. J'ai fini de les combler avec quoi que ce soit. Je retourne à Manhattan, dis-je. Ne me contacte plus, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Je raccroche. Ma main est ferme. Ma poitrine me fait mal, mais c'est la douleur d'un os qui se remet en place, pas d'un os qui se brise. Il y a une différence. Je pensais que l'amour signifiait endurer. Maintenant, je sais que cela signifie se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fait. Mercredi matin, je fais ma valise dans la chambre où j'ai grandi pour la dernière fois. Je plie mes vêtements. Je ferme les fermetures éclairs. Je vérifie le tiroir de la table de chevet, vide. Je vérifie le placard, nu. Puis je regarde le mur. La photo de remise de diplôme de Columbia est toujours là, 10 cm sur 15 cm, une punaise rouillée. J'ai pris cette photo par un beau jour de mai, seul, en tenant l'appareil à bout de bras parce que personne n'était venu à la cérémonie. J'en avais envoyé une copie à Patricia. Elle l'avait punaisée ici et n'en avait plus jamais reparlé. Je retire la punaise et glisse la photo dans mon sac. En bas, la maison est silencieuse. Le fauteuil de Gérald est vide. La tasse de café de Patricia traîne, non lavée, dans l'évier. Je ne sais pas où ils sont. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas besoin de le savoir. Je verrouille la porte d'entrée avec le double des clés et je le laisse sous le paillasson. En quittant Ridgewood, je passe devant l'église. Je ralentis sans le vouloir. Le panneau en bois au bord de la route a été mis à jour. Le nom de Gérald a disparu. Les lettres d'or ont été grattées, laissant un rectangle pâle là où 12 ans de fausse confiance trônaient autrefois. Je m'engage sur l'autoroute. 2h30 jusqu'à Manhattan. Le trajet semble plus court qu'il y a 2 semaines. Peut-être parce que cette fois, je roule vers quelque chose au lieu de fuir. Le loft est calme quand j'arrive. Le soleil traverse les grandes fenêtres. La table à dessin de Nathan est dans le coin, toujours couverte de grues en papier. Sur le comptoir de la cuisine, des fleurs de Maggie, des pivoines blanches, pas besoin de carte. Une enveloppe de James, Nathan serait fier. Et un SMS de Ryan Alco, je suis désolé pour ce que la famille de mon ex-fiancé t'a fait. Merci pour la vérité. Je pose mon sac. Je suis chez moi. 3 mois passent. Voici ce qui arrive, Gérald plaide coupable de détournement de fonds au sein d'un organisme à but non lucratif, un délit de classe selon la loi de New York. Son avocat négocie la restitution intégrale des 47 200 $ à l'église en échange d'une peine réduite. Le juge accorde 3 ans de mise à l'épreuve et 200 heures de travaux d'intérêt général. Gérald Hobb, trésorier honoraire pendant 12 ans,
ramasse maintenant les déchets sur l'autoroute du comté tous les samedis matins. La licence médicale du Dr Raymond Voss est définitivement révoquée par l'Office de New York pour la conduite professionnelle médicale. Le Conseil cite un schéma de relations duelles inappropriées et une participation délibérée à une évaluation de compétences frauduleuses. Le bureau du procureur ouvre une enquête distincte pour complot en vue de commettre une fraude. Voss engage un avocat pénaliste. Son cabinet ferme. Patricia n'est pas inculpée. Il n'y a pas assez de preuves directes pour prouver un complot criminel. Elle n'a jamais signé la demande de tutelle et son nom ne figure sur aucun document financier. Mais elle perd quelque chose que la loi ne peut restaurer. Les voisins cessent d'appeler. L'Église la retire de tous les comités. Madame Carole, qui l'appelait autrefois une sainte, traverse la rue quand elle voit Patricia arriver. Dans une ville de 8000 habitants, la mort sociale est sa propre sentence. Chloé retourne vivre à Ridgewood. Les fiançailles sont rompues. Ryan a bloqué son numéro, a renvoyé ses affaires dans un carton et a expliqué exactement pourquoi à leurs amis communs. Elle a 32 000 $ de dette de carte de crédit et plus personne pour la renflouer. Je suis promue directrice adjointe au musée. J'utilise une partie de l'héritage de Nathan pour créer la bourse commémorative Nathan Terrell pour les artistes émergents, des étudiants de première génération qui n'ont personne pour venir à leur remise de diplôme. L'argent n'a pas changé ma vie. Ce que Nathan a vu en moi, ce qu'il m'a confié de protéger, c'est cela qui a tout changé. James m'appelle un vendredi après-midi de décembre. Nathan a laissé une dernière chose, dit-il. Il m'a demandé de vous la donner 3 mois après que tout soit réglé. Je roule jusqu'au bureau de James à Glendale. Il m'attend à la porte, comme la première fois, sauf que maintenant il sourit presque. Il me tend une enveloppe scellée. Même écriture, même encre bleue. Nathan utilisait toujours de l'encre bleue parce qu'il disait que le noir semblait trop sérieux pour quelqu'un qui pliait des grues en papier pour s'amuser. Je l'ouvre dans la voiture. Je ne peux pas attendre. Je m'assois sur le parking, moteur coupé et chauffage allumé, et je lis, fais, si tu lis ceci, c'est que tu as réussi à t'en sortir. Je suis désolé de n'avoir pu être là. Je suis désolé pour chaque matin où tu as dû te réveiller et te débrouiller seul. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Le jour où je t'ai épousé est le jour où j'ai enfin compris ce qu'est le courage. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas les maisons, l'argent ou les plans que j'ai faits avec James. C'était toi, entrant à Columbia sans personne derrière toi. Bâtissant une carrière que personne ne t'avait offerte. M'aimant même quand je travaillais trop tard et que j'oubliais d'appeler. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Et tu n'as besoin de la permission de personne pour le croire. Ni de la mienne, ni de la leur. Va et sois extraordinaire. Tu le es déjà. Nathan. Je reste dans ce parking pendant un long moment. Le soleil se couche. Les lampadaires s'allument. Je relis la lettre 2 fois, puis je la plie soigneusement et la glisse dans le sac à côté de ma photo de remise de diplôme de Columbia. 2 petites choses, les plus petites choses que je possède, valent plus que 6 lofts à Manhattan et que chaque dollar sur chaque compte qui porte mon nom. Janvier, le musée ouvre une nouvelle exposition, La résilience dans l'art, œuvre de survie et de transformation. C'est moi qui l'ai organisée. Mon nom figure sur la plaque à l'entrée. Soirée d'ouverture, la galerie est pleine. Critiques, donateurs, artistes, étudiants qui sont entrés gratuitement parce que c'est ce que Nathan aurait voulu. Hélène est au premier rang. Elle a fait 3 heures de route pour être ici, tout comme elle avait fait 3 heures de route pour s'asseoir au fond d'une salle paroissiale à Ridgewood. James est près du buffet, discutant avec Maggie de la réforme fiscale des associations, ce qui est apparemment ce dont les experts comptables judiciaires discutent pour s'amuser. Je me tiens au podium et je parle de l'exposition, de l'art créé par des gens qui ont tout perdu et qui ont créé malgré tout, de la survie comme acte créatif, du fait que la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire est de décider que sa propre histoire n'est pas terminée. Je ne mentionne pas ma famille. Je n'en ai pas besoin. Tous ceux qui comptent dans cette pièce le savent déjà. Après, mon téléphone vibre. Un SMS de Patricia, tu me manques. Je le lis. 3 mots, 11 lettres. Je remets le téléphone dans ma poche. Je ne réponds pas. Puis je retourne dans la galerie où Hélène examine une sculpture et où James rit de quelque chose que Maggie a dit. Et je pense à la femme que j'étais 2 semaines après les funérailles de Nathan, debout sur un porche à Ridgewood, tremblante,
appuyant sur enregistrer sur son téléphone sans plan, sans allié et sans certitude que quoi que ce soit fonctionnerait. Elle s'est débrouillée. Je me suis débrouillé. Certaines familles sont liées par le sang. La mienne a été bâtie par les gens qui se sont présentés quand c'était important. Sur mon bureau au musée, à côté de la plaque qui indique directrice adjointe, il y a une photo de remise de diplôme de 10x15 et 2 lettres pliées à l'encre bleue. Ce sont les seuls héritages dont j'aurai jamais besoin. C'est mon histoire. Je n'avais pas prévu de me tenir devant l'église de mon père et d'exposer 12 ans d'argent volé. Je n'avais pas prévu de perdre ma famille le mois même où j'ai perdu mon mari. Mais j'ai appris quelque chose que Nathan essayait de me dire depuis le début, les gens qui t'aiment n'ont pas besoin que tu sois petite pour qu'ils se sentent grands. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, laissez un commentaire. Dites-moi, quelle est la limite que vous auriez aimé fixer plus tôt? Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description. J'en ai choisi quelques-unes avec lesquelles je pense que vous vous connecterez. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela compte plus que vous ne le pensez.